Le mégalodon était l'une des créatures les plus grandes et les plus féroces de notre planète. Mâchoire puissante, dents tranchantes comme des rasoirs, taille gigantesque. Mais connais-tu le son qu'il faisait? Imagine-le grogner, imprégnant le monde sous-marin de vibrations sonores. Ce son ne ressemblait à rien d'autre. Le mégalodon ne poussait pas de cris, c'était un requin et ils n'ont pas d'organes producteurs de son. C'était un danger muet. Mais malgré cela, tu aurais quand même pu l'entendre. Imagine-toi sous l'eau, lève la main et baisse-la rapidement. Imagine maintenant que tu as un gros sous-marin à la place de la main. Tu entends l'eau se déplacer autour de la coque. C'est à ça que ressemblait le bruit du mégalodon. Quand ce monstre montait à la surface et ouvrait ses mâchoires, cela faisait le bruit d'une chute d'eau. Ce requin géant nageait à grande vitesse. Quand l'eau passait à travers sa bouche et ses branchies, on aurait dit une rivière qui coulait, un puissant torrent. Le mégalodon ne produisait pas de son à part celui de l'eau qui coule. D'autres anciens poissons pouvaient émettre des sons, mais on les entendait à peine. Je ne parle pas des baleines, dauphins et de leurs ancêtres, car ce sont des mammifères. Les poissons communiquaient sur des fréquences inaudibles à l'oreille humaine. Certains ont encore cette capacité. Mais dans l'ensemble, l'océan était et reste un endroit plutôt silencieux. Allons donc sur les terres anciennes pour écouter quel genre de son y était produit. Grâce aux technologies modernes, les scientifiques peuvent recréer les sons que produisaient de nombreuses espèces disparues. En utilisant des scanners, ils ont découvert que certains dinosaures possédaient des systèmes complexes de petits trous dans le crâne qui leur permettaient de produire un large éventail de sons et de réguler la température de leur corps. Et on a réussi à les recréer. Le Végavis, un ancien oiseau qui vivait il y a 79 à 145 millions d'années, émettait un cri similaire à celui de certains oiseaux de basse-cour comme le canard et l'oie. Mais cette créature le faisait de manière bien plus effrayante. Les scientifiques l'ont découvert grâce à un fossile de syrinx trouvé en 2016 en Antarctique. Il s'agit du plus ancien organe vocal connu au monde. Il aidait le Végavis à produire un double cancadement. Imagine une oie et un canard qui crient et démultiplient le volume. C'est à ça que ressemblait son cri. Les autres reptiles volants, comme le ptérodactyle, ne pouvaient pas crier comme le mégavis, car ils n'avaient pas de syrinx. Ces monstres ailés pouvaient grogner, siffler et claquer du bec, et c'était déjà bien efficace. Prends n'importe quel grand joueur de basket. Le crâne du ptérodactyle était légèrement plus grand. Imagine le bruit que faisait le dinosaure lorsqu'il faisait claquer un tel bec. Cela devait suffire à effrayer les autres créatures. Tu sais sans doute le bruit que faisait un tyrannosaure grâce au film, et tu reconnaîtrais parmi des milliers son rugissement semblable à un bruit de tronçonneuse, d'aspirateur et de corne de brume. Eh bien, ce rugissement n'est pas vraiment proche du vrai son que ce monstre pouvait émettre. Grâce aux technologies modernes et à des fossiles bien conservés, les scientifiques ont réussi à simuler le cri de ce titan. Imagine-toi en train de télécharger des données de T-Rex dans un programme et que tu te prépares à entendre son rugissement terrifiant. Tu appuies sur lecture et ça ressemble à un gazouillement. Le cri du Tyrannosaurus Rex était plus semblable à celui d'un oiseau et non d'un mammifère. Mais ce n'était pas juste un cri. Il utilisait ses narines pour crier et pas sa gueule. Un bourdonnement sortait de sa poitrine et ressemblait à une sirène avec plus de basse. Ça avait l'air bien plus intimidant que ce qu'on voit dans les films. C'était plus fort que toutes les trompettes d'un orchestre symphonique réuni. Et il le faisait uniquement à travers le nez. On ne sait pas avec certitude s'il pouvait rugir ou non par la gueule. On peut aussi entendre le son des dinosaures à long cou dans les films. Leurs cris étaient similaires à ceux des éléphants. Quelque chose entre un saxophone et un klaxon de voiture. Mais en fait, ces grandes créatures chuchotaient. Presque tous les mammifères émettent des sons grâce au nerf laryngé. Ce nerf descend le long du cou, puis contourne les vaisseaux sanguins de la poitrine et revient au larynx. En gros, le cerveau donne un signal et celui-ci parcourt 2 fois la distance du cou avant de sortir par la bouche. Souviens-toi du long cou de ces dinosaures. Il faisait la hauteur d'un immeuble de 5 étages. Mais le signal vocal devait parcourir l'équivalent de 10 étages. Cela prenait beaucoup de temps, ce qui affectait leur rugissement. Donc, quand ils voulaient émettre un son, ils sifflaient simplement comme pourrait le faire une vipère géante. Mais le son le plus détaillé que les scientifiques ont réussi à obtenir est celui du Parasaurolophus.
On reconnaît ce dinosaure herbivore grâce à sa longue crête à l'arrière de sa tête. Dans les films et documentaires, on le voit l'utiliser pour combattre ses adversaires. Certains scientifiques pensent qu'il l'utilisait aussi pour faire tomber les fruits et les feuilles des arbres. D'autres pensent qu'il en avait besoin pour améliorer son odorat. Mais il s'est avéré qu'en plus de la défense et du combat, ils utilisaient leur crête pour émettre des sons puissants et effrayants dans différentes tonalités. Les scientifiques les ont reproduits avec une précision fantastique grâce à la structure de ces tissus durs. Presque tous les êtres vivants dotés d'une voix utilisent des organes mous pour émettre des sons. Ceux-ci se décomposent rapidement, mais le Parasaurolophus en avait des solides. Sur un crâne, on a remarqué que des tubes reliaient les narines à la crête et revenaient à ces dernières. C'était comme un tourne-bout, un instrument avant courbé. Cela prouve que ce dinosaure utilisait la crête située à l'arrière de sa tête pour amplifier ses cris, ce qui lui permettait de claironner pour que ses proches puissent l'entendre dans la forêt. Il produisait une sorte de bourdonnement avec des notes basses et hautes. Mélange un saxophone et une trompette au cri d'une oie, à un klaxon de voiture et ajoute des basses fréquences, puis augmente le volume. C'est à ça que ressemblait le cri du Parasaurolophus. C'est aussi à ça que ressemblait ma classe de CM1, mais bref. Tu peux écouter différents sons de ce dinosaure sur Internet. Il émettait des bruits de tonalités différentes pour créer des liens sociaux complexes. Il pouvait communiquer, s'identifier, annoncer un danger ou au contraire, signaler ses intentions amicales. Nous venons d'entendre le bruit que faisaient certains anciens reptiles. Mais qu'en est-il des anciens insectes ? Ils n'avaient pas de corde vocale, mais ils utilisaient la friction entre certaines parties de leur corps. Regarde les grillons modernes qui gazouillent avec leurs ailes. Une aile a de minuscules encoches et la seconde a la forme d'un médiator. Passe le bout de ton doigt sur les dents d'un peigne en plastique. C'est le même principe. Leurs ailes vibrent et créent des ondes sonores. Mais le bruit créé par un ancien grillon était très différent de celui des insectes modernes qui étaient bien plus bruyants. Le son émis ressemblait plus à un sifflement. À l'aide d'ondes à haute fréquence, il pouvait également communiquer secrètement comme s'il le faisait sur un canal radio sécurisé. Si tu entendais cela, tu aurais sans doute du mal à t'endormir. Aujourd'hui, nos grillons sont moins bruyants, car ils utilisent plus de haute fréquence. Les ondes plus aiguës se propagent moins loin, ce qui réduit le risque qu'une chauve-souris ne les entende. Imagine le bruit de la jungle à cette époque. Le puissant gazouillis des grillons te fait mal aux oreilles, puis tu entends le sifflement d'un brachiosaure. Les claquements de bec d'un ptérodactyle font l'effet d'un coup de tonnerre, puis viennent des sons de trompette quelque part dans la jungle. Ce sont des Parasaurolophus qui communiquent entre eux. Et puis tu es effrayé par la sirène d'un tyrannosaure. Impossible de trouver la paix dans de telles conditions. Heureusement, les humains sont apparus plusieurs millions d'années plus tard. D'ailleurs, les scientifiques ont réussi à découvrir à quoi ressemblait le son de nos ancêtres. Ils ont soigneusement examiné la position de la bouche, du nez et de la gorge sur le squelette de l'homme de Néandertal. Sa voix était similaire à la nôtre, mais la gamme phonétique d'un adulte était la même que s'il avait 2 ou 3 ans. Une sorte de marmonnement sans consonne. L'étude du crâne n'a pas permis de recréer précisément la voix des Néandertaliens, mais en 2007, des scientifiques ont extrait des échantillons d'ADN de leurs os. Ils ont trouvé une variation du gène correspondant à la parole humaine. Les scientifiques pensent que les Néandertaliens se sont battus avec les Homo sapiens. À la suite de ce conflit, leur espèce s'est éteinte, mais le gène découvert indique qu'ils auraient pu aussi avoir d'autres liens entre eux. Peut-être que les Néandertaliens pouvaient comprendre leur langue et même prononcer certains mots.